Je vais vous parler de gentillesse et puis je vais aussi vous parler de conneries. J'essaierai de vous parler de plus de gentillesse que de conneries d'ailleurs, mais je vais vous présenter les choses en vous disant que la gentillesse est un vrai pouvoir et quand on est gentil, on n'est pas forcément con. Et malgré ça, c'est vrai qu'on constate tous qu'on est dans un monde de méchants. On vit tous dans un monde de méchants et les médias nous donnent des images tous les jours à manger, comme quoi effectivement on est méchant, on a des expressions qu'on entend tout le temps. On n'est pas dans le monde des bisounours, c'est bien connu. Ou encore, le temps c'est de l'argent. Ou bien encore, on n'est pas là pour faire du social. Ce genre de choses qu'on imagine, qu'on entend effectivement tous les jours, que ce soit dans nos métiers ou ailleurs. Et pour ma part, je pense que c'est vrai. On est malheureusement dans un monde de méchants. Et j'ai tout fait pour essayer d'être un méchant dans ce monde de méchants. Entre autres, j'ai démarré en naissant le 13 août 1961. Ça vous parle pas? Non, hein? 13 août 1961, pourtant c'est marquant. C'est le début de la construction du mur de Berlin. Je vous jure que c'est vrai, je suis né le 13 août 1961. J'ai essayé dès le départ d'être un vrai méchant. Et j'ai continué, parce que quand je suis arrivé au monde, je suis arrivé avec un petit problème de santé. Je suis arrivé avec une double cataracte congénitale, doublée d'un nystagmus, doublée d'un strabisme, doublée d'un glaucome. Un peu lourd quand on est gamin. Enfin, quand je dis gamin, c'est tout petit, hein, j'avais quelques heures. On s'en est pas aperçu tout de suite. Et puis quand on s'en est aperçu, eh bien, j'ai été trimballé de cliniques en hôpitaux, d'hôpitaux en chirurgie, chirurgien en médecin, médecin en infirmier. Et il fallait qu'on me protège, puisque, bien entendu, j'étais plutôt malvoyant. Je n'y voyais pas grand-chose. C'est-à-dire, j'y voyais pas du tout de l'œil droit et j'y voyais très peu de l'œil gauche. Pas facile quand on est gamin. Et je suis né dans une famille un peu ritalo-niçoise, à la Pagnole, avec des gens qui s'exprimaient un peu avec un petit accent comme ça, sympathique, vraiment gentil, et des vrais gentils. Et entre autres, j'avais une maman qui était hyper protectrice. Et ma petite maman, on avait trouvé de mieux que de me protéger en me fabriquant un merveilleux casque en mousse. Je ne sais pas si vous imaginez. Je vous jure, oui, un casque en mousse, et je partais à l'école avec, parce qu'en fait, comme je ne voyais pas le relief, je me cognais partout. Je me cognais dans les murs, je me cognais dans les vitres. Et ça vous fait rire? Moi, non, à l'époque, ça me faisait vraiment pas rire. Ça me faisait mal, ça m'évitait des bosses. Et mon ophtalmo m'avait fait des super lunettes absolument géniales avec des espèces de verres comme ça épais tout noirs et des coques sur les côtés. Je vous explique pas la gueule de con que j'avais, c'était assez terrible. Et ma maman me protégeait. Et elle me protégeait tellement que j'étais vraiment protégé des bosses, il n'y a pas de souci. J'étais aussi protégé des copains, puis protégé des filles. Pas de risque, pas de filles, pas de copains. Et donc du coup, j'étais affublé dès le départ. Quand je dis dès le départ, c'était jusqu'à l'âge de 6-7 ans. C'est quand même un peu lourd à porter. Du surnom de Coco Belleuil. J'étais officiellement Coco Belleuil. C'est super. Franchement, j'adorais. De quoi garder une rancœur quand même contre le monde et continuer de devenir un méchant. 13 août 1961, les yeux qui merdent, je vais devenir un méchant. Je continue, et puis mon papa qui lui se rendait bien compte que j'avais quand même quelques difficultés, se dit on va l'endurcir, on va le mettre au judo, on va le mettre au karaté. J'y voyais un peu mieux, j'avais eu des opérations, je commence à faire du judo, du karaté, c'était l'éclate. Je me suis éclaté. Enfin, on m'éclatait. Parce que j'étais pas franchement méchant, quoi. J'étais juste en train de me marrer avec mes potes pour faire du judo et du karaté. C'était génial. Mon père venait me voir le samedi après-midi tirer sur le tatami. Et en fait, je me faisais tirer la gueule dans tous les sens. C'était assez terrible. Et j'ai essayé pourtant, encore une fois, d'être méchant. Je n'y arrivais toujours pas. Je continue. Je fais des études classiques, un bac. Je m'inscris en droit parce que mon grand-père, qui était un méditerranéen, comme putain chier, avait un petit-fils, Patrick, qui lui était avocat, et il voulait un autre petit-fils, Francky, qui soit juge de paix. Alors, juge de paix, c'était vachement sympa. Moi, dans juge de paix, j'aimais bien paix. Juge, j'aimais pas trop, c'était un peu difficile, et le droit, je supportais quasiment pas le droit du tout, quoi. J'ai fait 1 an de juge de paix, 1 an de droit, et puis j'ai vite arrêté, et là, j'ai persévéré en me disant, il faut que je continue d'être méchant. J'essaye de persévérer dans ce monde de brutes.
je m'inscris dans une école de commerce, je passe mes concours, je rentre dans l'école de commerce et premier jour d'école de commerce, vous savez, on vous reçoit et le directeur fait un grand messe en disant à tout le monde nous sommes dans un monde de loups, vous allez vous battre entre vous. Et c'était super, c'était super. Alors moi j'avais fait du karaté, du judo, je savais me battre. Mais globalement, j'avais quand même quelques petites difficultés, mais je me suis accroché, je suis allé au bout du truc, j'ai eu mon diplôme, j'étais vachement content, et là, non content d'avoir été dans le monde des loups comme ça pendant quelques années, je me suis dit, il faut que je choisisse un super métier, j'avais pris une option marketing et pub, je vais faire de la publicité, parce que c'est un monde de méchants, quoi, c'est génial, quoi, le monde de méchants, on vit dans un monde de méchants, pub. Je fais de la pub. 99 francs, Bec Dédé, hein, je pense que vous avez vu le film, c'était véritablement ça, des gens vachement sympathiques, plutôt superficiels, des relations avec nos clients qui étaient terrifiantes, et puis des patrons que je supportais pas d'avoir un mec au-dessus de moi, une autorité. J'en fais 2-3 comme ça, je les use, je m'use, et je me dis, bon là, faut vraiment que je sois méchant jusqu'au bout, je vais être patron, parce que le patron c'est méchant. Donc je crée mon agence de pub avec un de mes copains associés, puis non content de m'associer avec un copain et créer une agence de pub, qu'est-ce que je fais aussi? Je m'associe à un groupe franco-américain. Américain méchant, terrifiant. Je continue, je crée cette agence, les trucs marchent bien, et puis je me sentais de plus en plus décalé quand même. J'essayais toujours d'être un méchant dans le monde des méchants, mais profondément, avec un ADN de gentil, avec, je vous le disais, une famille italo-niçoise qui m'avait plutôt couvé, qui m'avait plutôt fait gentil. Et j'essayais de lutter contre tous ces réflexes de gentil. Et donc, du coup, bah, je faisais de la pub, j'adorais ça. Je faisais de la créativité, de la stratégie. Et puis, en même temps, je m'occupais beaucoup des gens, je m'occupais de mes collaborateurs. Un peu avant l'heure, je faisais du travail collaboratif. Et mon associé Christian me disait « Mais Franck, tu nous emmerdes avec ton travail collaboratif. Là, on est là pour faire des 4x3, des films télé. Franchement, ton travail collaboratif, ça me gonfle. » Et puis, mes associés américains disaient exactement la même chose. Et moi, je m'occupais de mes collaborateurs, je prenais de l'argent, du temps, temps, argent, social, on n'est pas là pour faire du social, enfin, tout le merdier, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, pas le Père Noël, tout ça. Mais moi j'étais bien, franchement je me marrais bien, et eux se marraient pas trop. Et à un moment j'ai dit non, là je peux pas, je vais arrêter, et là j'ai arrêté. J'ai revendu mon agence de publicité à mes associés, mais j'ai pas revendu comme ça les choses sans m'être interrogé. En fait, j'avais rencontré un certain nombre de personnes, et notamment dans les rencontres qu'on fait, vous savez, parfois des rencontres un peu structurantes dans la vie, j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait fait toucher du doigt à un courant de pensée dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle le courant de pensée de l'école de Palo Alto aux États-Unis. Pas que des méchants finalement aux États-Unis, plutôt même des gens vachement bien parfois. Et ce courant de pensée de l'école de Palo Alto, qui était situé précisément à Santa Cruz, vers San Francisco, était composé de femmes et d'hommes formidables. Des humains, pour ne pas dire humanistes, avec des gens comme, je ne sais pas si ça vous parle, Virginia Satir, comme David Gordon, comme Milton Erickson, comme Gregory Bateson, comme Carl Rogers. Et puis, entre autres, un type qui m'a marqué, que je n'ai pas connu moi-même, mais dont les théories, et notamment une des théories, était formidable, un grand monsieur qui s'appelait Paul Václavic. 32 points au Scrabble. Ne me demandez pas comment ça s'est fait. Et Paul avait travaillé sur quelque chose qui me parlait, mais vraiment beaucoup, et notamment qui m'amenait à vérifier que ce que j'avais vécu finalement dans toute ma vie jusque-là était vrai. Paul disait que la relation de confiance que vous êtes capable de créer et d'entretenir avec les gens est bien plus importante que le contenu. Concrètement, il disait que la relation de confiance englobe le contenu. Ce que moi je traduisais par la relation prime sur le contenu. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans n'importe quel type de contexte, que ce soit un contexte personnel, avec vos enfants, vos époux, vos épouses, avec votre famille, mais aussi dans des contextes professionnels, si vous n'avez pas cette relation de confiance, votre contenu, aussi beau soit-il, ne passe pas. Et pour planter le clou, je dirais même que si vous avez de l'or en barre à offrir aux gens, si vous n'avez pas pris le temps de créer cette relation de confiance, eh bien les gens vont considérer que ce contenu, c'est de la merde. Véritablement. Et je pense que vous le testez au quotidien, vous l'avez peut-être encore testé aujourd'hui, ou hier, ou cette semaine. Regardez, lorsque vous essayez de prospecter, ou lorsque vous essayez de faire passer des contextes de changement à certains de vos collaborateurs, et voyez les difficultés que vous pouvez avoir.
Si vous avez des vraies difficultés et que ça coince, vous vous apercevez souvent... Alors ça peut être parfois un problème d'organisation du contenu, mais assez rarement. Très souvent, c'est parce qu'il n'y a pas entre vous et l'autre, ou les autres, cette relation de confiance dont je vous parle. Et ça, c'est essentiel. Quand vous êtes confronté, par exemple, à la maladie, vous ne vous soignez jamais aussi bien que quand vous êtes avec un médecin avec lequel vous êtes en confiance. D'ailleurs, une grande partie du chemin de la guérison est faite parce qu'il y a cette relation de confiance. Lorsque vous êtes, rappelez-vous, quand vous étiez gamin avec vos parents, quand vous aviez la chance d'avoir des parents qui étaient proches de vous, qui vous synchronisaient, qui vous prenaient là où vous en étiez, et qui étaient complètement capables de se rappeler qu'ils avaient été eux-mêmes des gosses, eh bien, automatiquement, il se passait des choses merveilleuses entre vous, et notamment, on était capable d'écouter la notion de contenu. Et je me suis vraiment intéressé à toute cette partie-là des gens, pour m'apercevoir que chez toutes les personnes qui réussissaient autour de moi, et en creusant des gens qui étaient beaucoup plus connus que des gens que j'avais autour de moi mais qui n'étaient pas connus, il y avait vraiment des constantes. Des constantes que vous retrouvez chez des gens comme par exemple Gandhi, on en parlait tout à l'heure, David en parlait, des gens comme Lech Walesa sous la Pologne de Solidarność, de Jaruzelski, rappelez-vous, plus proche de nous et plus proche de moi parce que c'était un de mes voisins, l'abbé Pierre. Rappelez-vous, alors vous étiez peut-être pas tous nés, moi non plus d'ailleurs, mais les sorties de l'hiver 54, et même ça a continué jusqu'à sa mort, la manière dont il était fait, dont il fonctionnait. Nelson Mandela, je ne sais pas si vous avez vu le film Invictus, merveilleux film qui démontre toutes les capacités, les merveilleux talents de cet homme-là, et Madame Karmazin. Ah, je vous parlerai de Madame Karmazin après, parce qu'effectivement, décalage entre Gandhi et Madame Karmazin, mais enfin bon, je parlais de Madame Karmazin. En fait, ces gens-là avaient une constante, plusieurs constantes. Première constante, c'est une véritable capacité et savoir-faire, on en parlait aussi tout à l'heure, Françoise en parlait merveilleusement bien, à être bienveillant et respectueux, mais bienveillant au vrai sens du terme. Ce sont des gens qui sont toujours en train de défendre des causes, mais jamais contre, et toujours pour, qui respectent les gens profondément pour ce qu'ils sont. Ce sont aussi des gens qui sont capables d'humour et d'humilité. Je mets ces deux mots ensemble parce qu'ils ont la même racine étymologique. Humour et humilité, pas humidité, ça vient de l'humus, de la poussière. C'est se rappeler d'où l'on vient. Ce sont des gens qui précisément se rappelaient d'où ils venaient. Des gens comme Nelson Mandela se rappelaient jusqu'à la fin de ses jours d'où ils venaient. Ce sont des gens qui étaient capables de gratuité et de don. Véritablement le don du temps, le don d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ils ne tombaient pas dans le piège du temps, c'est de l'argent. Enfin, l'argent, oui, c'est vrai, mais c'est pas aussi important que ça. Et d'ailleurs, on retourne les choses très souvent, c'était des gens qui étaient capables de prendre du temps pour en gagner beaucoup après. Ce sont aussi des gens qui étaient totalement capables d'une véritable honnêteté, mais pas l'honnêteté, l'honnêteté intellectuelle, la congruence. Hein. C'est-à-dire qu'ils disaient avec les mots, 7%, hein, quelqu'un l'avait dit tout à l'heure, ce qu'ils disaient comportementalement, 93%, et donc du coup précisément ce qu'ils pensaient. Ils étaient alignés droit dans leurs bottes. Et en même temps, je vous disais, gentil, mais pas con. On peut être gentil et pas con. Et pour être pas con, ils avaient deux qualités exceptionnelles. Ils avaient une grande détermination à aller au bout des relations difficiles, à aller au bout des idées qu'ils portaient, et souvent les idées qu'ils portaient étaient des idées anticonformistes. Et puis, ils avaient aussi cette capacité à poser un cadre. Mais ils ne le faisaient pas n'importe comment, ce cadre. Ils co-créaient de manière collaborative un cadre, ils le respectaient eux-mêmes, et ils le faisaient respecter sans aucun passe-droit. Et ces qualités-là, je m'apercevais que tous les gens qui réussissaient dans mon contexte professionnel étaient des gens qui portaient ces qualités, qui vraiment les vivaient, les incarnaient au quotidien. Et je vous parlais de Madame Karmazin, vous ne la connaissez pas, Madame Karmazin, je vous en parlais 2 minutes. C'était une merveilleuse prof. Vous savez, on a tous des profs qu'on rencontre dans la vie et qui nous marquent. Je pense que vous n'avez jamais été aussi bon que quand vous avez eu une prof qui avait su créer avec vous une vraie relation de confiance. Rappelez-vous, vous étiez peut-être nul à chier en maths, et puis un jour très bon parce que vous avez une femme qui était exceptionnelle. Madame Karmazin, c'était une prof d'histoire géo. Je ne l'ai plus jamais revue. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais elle était géniale. Vous savez, quand on rentre de vacances, on a la boule au ventre, c'est terrible. On rentre à l'école, on est passé éventuellement, si on a un peu de bol, dans une classe supérieure. On arrive le premier jour, et rappelez-vous, on vous dit, asseyez-vous, prenez une demi-feuille. Vous savez, la demi-feuille. Putain, l'horreur. Putain, on prend la demi-feuille. Alors, vous écrivez vos noms, prénoms, date de naissance, profession des parents. Qu'est-ce qu'on avait à foutre de la profession des parents?
Et puis vous écrivez votre adresse et votre numéro de téléphone, on ne sait jamais, des fois que je suis obligé de... Et éventuellement vous écrivez le nom ou le prénom de votre sœur ou votre frère, pour savoir si vous étiez dans la lignée d'un cancre ou d'un bon élève. Mais rigolez, mais rappelez-vous la suite. Moi, j'en avais mal au bide, j'étais malade rien que l'idée d'y penser. La deuxième chose qu'on vous demandait de faire, c'était prenez une feuille blanche, là tout de suite, vous aviez rempli le truc, vous pensiez que vous étiez sorti d'affaires, que dalle, rien, là. Interrogation écrite. La première, la surprise, la connerie, la merde. On vous interroge pour savoir quel est votre niveau dans la dite matière. L'angoisse. Madame Karmazin, c'était tout sauf ça. Madame Karmazin, c'était une prof d'histoire géo géniale. Qu'est-ce qu'elle faisait, Madame Karmazin ? Elle ne faisait pas des cours d'histoire, elle ne faisait pas des cours de géo. Elle nous racontait des belles histoires. Elle nous faisait visiter le monde. Les 3 premières heures qu'on avait passées avec elle, vous savez ce que c'était ? 3 heures de créativité pure et dure. 2 heures pour se présenter, elle jouait avec nous, et puis 1 heure pour poser le cadre de manière collaborative. On respectait, on signait en bas la charte, le cadre, le rituel. Et ensuite, derrière, quand elle nous faisait des interrogations écrites, contrairement aux autres profs, son seul objectif, parce qu'elle aimait ses élèves, elle était passionnée par sa matière, c'était de nous faire apprendre. C'était pas de nous contrôler pour nous baiser la gueule. Et oui. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'elle faisait pour nous faire apprendre ? Elle ne nous faisait pas des interrogations écrites surprises à la con. On était tranquille en histoire géo, on était 30 cancres, on avait 16 de moyenne générale. Vous savez pourquoi ? D'abord parce qu'elle était bien gaulée, elle sentait bon, eh ouais, mais elle était respectueuse, bienveillante, et tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et en plus de ça, elle nous donnait les sujets. Parce que sa seule obsession, c'était qu'on apprenne. Donc le seul moyen pour nous d'apprendre, on apprenait par cœur, hein, au vrai sens du terme, parce qu'on était tellement subjugués par ce qu'elle nous racontait pendant 2 heures, qu'on rentrait le soir, on n'avait rien à réapprendre. On avait tout appris par cœur, au vrai sens du terme, pas comme on nous fait apprendre des récitations à la con. Et du coup, elle s'attirait les foudres des autres professeurs, parce qu'ils ne comprenaient pas que 30 cancres qui avaient en général entre 2 et 7 de moyenne générale puissent avoir 16, tous 16. Le moins bon avait 12, le meilleur avait 19 en histoire géo. Cours de mais rébarbatif par définition. Enfin, le sous-développement en Inde, on n'en avait rien à foutre. Le gouvernement de Vichy, mais rien à foutre. Mais non, on apprenait. C'était dément, c'était démentiel. Alors vous voyez, cette force de Mme Karmazin, j'en parle parce que ça a été vraiment structurant. C'est vraiment quelque chose que vous avez tous vécu. Je suis sûr qu'il n'y a pas une personne ici qui n'a pas vécu un prof qui était génial. Alors, vous voyez, à chaque fois que vous avez des choses importantes et stratégiques, la relation de confiance prime sur le contenu. Alors maintenant, pour finir et pour conclure, rappelez-vous d'une chose, vous êtes tous des gentils, vous pouvez tous redevenir, si vous avez un peu oublié des gentils, vous l'êtes à la maison. Rappelez-vous comment vous dites merci, comment vous congratulez. Rappelez-vous comment vous remerciez véritablement du fond du cœur en regardant les gens et en prenant le temps de discuter avec eux. Rappelez-vous la manière dont vous pouvez effectivement complimenter au sens de complémenter les gens. Et pour finir, je voulais vous dire que on n'a aucun risque à la rencontre avec les autres. Au contraire, le risque c'est de ne plus s'ouvrir aux autres. Le risque c'est de ne plus ouvrir le cœur aux autres. Et ce que je vous suggère, c'est véritablement de retrouver tout ça parce que vous verrez, vous en sortirez grandi et vous ferez grandir les autres. Et puis je voulais aussi remercier tous les gens qui sont passés avant moi, qui vont passer après, parce que franchement ce que vous dites c'est top, moi je me régale. Et puis je voulais remercier ma petite Sophie, c'est ma petite compagne, vous la connaissez pas, elle sent bon, elle est belle. Parce qu'elle avait des tas de trucs à faire aujourd'hui, et elle a compris que c'était vachement important pour moi qu'elle soit là. Merci.